Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, le résistant du soir, c'est bien entendu Nicolas Mirkovic pour un autre regard. 9e épisode, Nicolas. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Alexis, ma foi ça va pas mal du tout, merci, et toi? Ouais, ça va plutôt pas mal. Alors, ce soir, tu as souhaité nous parler d'Ahmed al-Shara, le terroriste préféré d'Occident. Entre terrorisme et pouvoir, on va un petit peu décrypter qui est al-Shara, d'où est-ce qu'il vient et pourquoi alors qu'on célèbre en France, qu'on ne célèbre pas, qu'on commémore les 10 ans des attentats de Paris, pourquoi il a été reçu comme ça par Emmanuel Macron à l'Élysée, qui l'a pris dans ses bras. C'était indécent. Honnêtement, c'était indécent. Pourquoi il était hier à jouer au basketball à la Maison-Blanche. On a la vidéo, donc vous voyez, voilà pourquoi Poutine également l'a reçu. On va décrypter un petit peu tout ça. Nicolas, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage? Qui est-il? D'où vient-il? C'est un personnage assez énigmatique, comme on en retrouve régulièrement dans les milieux islamistes. Il est né en Arabie Saoudite. Sa famille est originaire du Golan, donc du coup le plateau du Golan qui a été occupé illégalement par Israël et qui a été pris à la Syrie. Assez rapidement, c'est une personne qui est éduquée et qui, au moment où il va y avoir les secousses après les 11 septembre, les attentats aux États-Unis, l'Afghanistan, l'Irak, il va s'engager du côté des islamistes. Et il va avoir un parcours qui va aller de mouvement en mouvement. On va voir que c'est quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui a l'habitude de trahir ses causes et qui va grimper petit à petit les échelons des différents mouvements islamistes. Mais il ne va pas grimper que les échelons du mouvement islamiste. Il va savoir entretenir des relations et les hommes qui l'entourent vont savoir entretenir des relations non seulement avec le monde islamiste, mais avec des puissances occidentales et leurs alliés. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Absolument. Un homme très perturbant, alors quand même dans son profil, dans son background, tu as dit, il a beaucoup bougé de mouvance en mouvance. Finalement, cette non-stabilité, c'est peut-être le gage de sa longévité. Il a commencé initialement, à Daesh, sauf erreur de ma part. Et il commence dans Daesh, Al-Qaïda, exactement, en Irak. Il est emprisonné. Il aura passé 5 ans dans une prison américaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faudrait voir un jour si les prisons américaines, qui étaient, c'était à Abu Ghraib d'ailleurs, hein, où il a été emprisonné, s'ils relâchent les informations pour savoir ce qu'il a eu comme accompagnement dans cette prison. Mais je ferme la parenthèse là-dessus. Il sort, dans cette prison, il rencontre al-Baghdadi, le premier, et il intègre ensuite l'État islamique. Donc, il va ensuite il reviendra à Al-Qaïda, il sera dans Al-Nusra, il sera dans plusieurs mouvements et il va souvent se fâcher avec d'autres responsables politiques. Et pourtant, il n'est pas abattu. Il y a comme quelque chose qui est intriguant parce qu'on sait que dans ces milieux-là, il n'y a pas beaucoup de place pour les traîtres. Et lui, il va passer d'un mouvement à l'autre. Ça sera non sans difficulté, mais il va passer de ces différents mouvements et assez rapidement, quand il sort de la prison irakienne, il va aller s'installer. Il a comme mission d'aller s'installer en Syrie. Et c'est là où il prend le nom de Al-Jolani, parce que ses parents viennent du fameux Golan, Jolani, Golan, c'est la même origine. Et il a ce projet de renverser Bachar al-Assad et il se retrouve dans ces milices islamistes qui se battent contre l'armée arabe syrienne en Syrie. Alors au début, ça ne se passe pas quand même extrêmement bien pour l'État islamique, la Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Il y a une coalition qui se mêle au conflit sur le terrain et qui permet notamment à Bachar el-Assad de conserver le pouvoir alors qu'il était dans une situation extrêmement fragile. Il est notamment beaucoup aidé par la Russie. On se souvient de ces épisodes. On pense à ce moment-là que l'État islamique, c'est fini, en toute honnêteté. Oui. Et ils reviennent de nulle part. Ils reviennent avec une prise, notamment du pays,
éclair. On s'en souvient, on en avait discuté sur Divergence avec toi, Nicolas, avec Xavier, avec Fabrice. On était surpris, on débriefait l'actualité de la semaine, et puis finalement, 2 jours plus tard, l'histoire était déjà réglée. C'est là où l'histoire de Al-Jolani, à cette époque-là, est plus qu'intrigante, parce que n'oublions pas que nous avons maintenant les preuves aujourd'hui, on les avait déjà depuis quelques temps, de l'ingérence américaine derrière cette espèce de révolution de couleur qui est des mécontentements contre Bachar al-Assad, il n'y a aucun doute, mais nous savons que les États-Unis aiment se servir du mécontentement qui peut exister à un endroit, ou alors ils vont le susciter, ou alors ils vont en profiter, parce que ça va servir leurs intérêts géopolitiques. Et Bachar al-Assad a été un grand ennemi des États-Unis parce qu'il contrecarre les projets des atlantistes en Syrie, au Moyen-Orient et dans le pourtour méditerranéen. Et on va apprendre, notamment par des fuites, qu'il y a une opération qui s'appelle Timber Sycamore, une opération qui achemine pour plus d'1 milliard de dollars d'armes aux rebelles modérés, mais in fine, on se rend compte que ces rebelles modérés travaillent ou sous-traitent leur travail à Al-Qaïda. Et qui est dans Al-Qaïda à ce moment-là? Ahmad al-Shara. Donc ça, ce sont des informations tout à fait officielles. Donc on sait qu'il y a cette espèce de collusion. En tout cas, les Américains sont contents de se servir d'Al-Qaïda et des mouvements terroristes. N'oublions pas ce fameux email terrible de Jake Sullivan, qui est le conseiller politique de Hillary Clinton, qui à l'époque est secrétaire d'État d'Obama. Il lui écrit en Syrie. Donc, il dit, je pense que c'est AQ, donc Al-Qaïda, est de notre côté. C'est comme assez incroyable. Hein. Donc, du coup, ce sont des messages de responsables politiques américains qui s'occupent de la diplomatie, qui s'occupent de la politique étrangère. Et nous savons qu'il y a eu cette opération Timber Sycamore, enfin, en tout cas, cet financement des mouvements armés en Syrie. On sait que des hauts responsables américains disent qu'Al-Qaïda est du côté des États-Unis. Et on apprendra par la suite, même Hillary Clinton, dans une autre fuite de Julian Assange, explique très clairement, elle dit que l'État islamique, ces différents milices islamistes sont financés entre autres, par le Qatar et l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Donc ce sont les collusions qu'il y a entre ces groupes terroristes et, on va dire, des puissances, en tout cas les États-Unis et leurs alliés, qui est troublant. C'est-à-dire qu'ils vont se servir, les Américains vont se servir du terrorisme directement ou indirectement. On sait aussi que les Britanniques, il y a des documents qui ont été relevés il y a peu de temps où on voit que les Britanniques ont, pareil, directement, indirectement, aidé le dernier groupe de Al-Jolani, le HTS, hein, il y a ce rapprochement de convergence des luttes. Et comme par hasard, à la fin, on voit que, un homme qui a été dans une prison américaine, dont les soldats ont bénéficié d'armement américain, de protection ou d'armement américain et d'autres pays de l'OTAN, arrive en très peu de temps. Hein, en effet, on pensait que les milices islamistes étaient quasiment terminées. Ils contrôlaient un petit peu la zone au nord-ouest, à Idlib. En très très peu de temps, ils vont renverser donc le régime de Bachar al-Assad, qui est obligé de fuir en Russie. Et à la grande surprise de tout le monde, personne n'a vu venir ce coup-là. Je pense que Al-Shara est tout sauf bête. Il a attendu son moment, mais il n'a pas fait ça qu'au nom de l'islam. Quels sont ses véritables intérêts? C'est ça ce qui sera intéressant de voir. En tout cas, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, il a taillé sa barbe, il s'est mis à mettre un costume, ce qui est assez étrange parce qu'il commence à fréquenter de plus en plus les personnes qui étaient censées combattre. Lui-même a envoyé des centaines de milliers de jeunes islamistes au combat contre l'Occident, contre le terrible Satan. Et derrière, on se rend compte que lui, quelque part, tire sur l'épingle du jeu en servant d'alibi pour le renversement de Bachar al-Assad. Est-ce que ce renversement était pour apporter la démocratie, les droits de l'homme? Je pense que vous pourriez demander à la plupart des Syriens aujourd'hui, tout le monde vous répondra non. Alors, ça fait bientôt un peu moins d'1 an qu'il est en place. On attend toujours les élections, mais il est accueilli en grande pompe à Paris. En effet, il a été accueilli aussi en grande pompe à Moscou. Il a été accueilli en grande pompe là, ces derniers jours à Washington. Il y a une espèce de consensus international des grandes puissances pour différentes raisons de tourner la page de Bachar al-Assad et de blanchir le passé de Ahmed al-Shara, parce que c'est quand même justement, alors, avant d'arriver à nos événements de maintenant, c'est-à-dire effectivement la réception à l'Élysée, le passage à l'ONU, c'est complètement lunaire. Aussi le passage au Kremlin, et puis enfin point peut-être
point d'apothéose pour Al-Shara, la réception à la Maison-Blanche. Même si on peut en parler sur le protocole, il y a aussi eu un protocole extrêmement light, extrêmement léger par rapport à ce qui se fait habituellement sur cette venue. Enfin, on va en reparler. Avant d'arriver là, il faut rappeler qu'il prend le pouvoir, comme tu le dis, sur une opération militaire éclair, et ça se passe, ceci étant, dans des bains de sang. Il y a une épuration qui s'opère avec sa prise de pouvoir. Il y a une violence extrême qui est condamnée à l'unanimité partout en Occident et dans tous les pays du monde. Ouais, c'est un terroriste, il est issu du milieu terroriste, alors même si les groupes terroristes au bout d'un moment deviennent de véritables petites armées, ça n'empêche que ces groupes islamistes emploient des méthodes terribles d'assassinat, de pendaison, de tuerie sans jugement, de civils comme de militaires. On essaie de nous faire croire qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que c'était un méchant islamiste, il était dans l'État islamique et dans Al-Qaïda, mais il était dans la branche light de l'État islamiste. Il était avec donc voilà, on en est né dans certains médias dominants aujourd'hui à arriver à ce genre de justification. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un responsable de l'État islamique puisse prendre la tête de la Syrie aujourd'hui, que personne ne dise rien? Il y avait quand même il y a encore quelques jours un mandat d'arrêt international de la part des États-Unis pour la tête d'Al-Shara et avec 10 millions de dollars pour tous ceux qui rapporteraient Al-Shara. Donc une personne qui a commis des actes terroristes, qui a tué des innocents. Aujourd'hui, on essaie de blanchir son passé. Ça fait une espèce d'unanimité dans la communauté internationale. L'ONU l'a accepté. Imaginons 5 secondes, parce que peu de personnes connaissent Al-Shara. Si on suit ce qui se passe dans le Moyen-Orient depuis une vingtaine d'années, ou une bonne dizaine d'années en tout cas, depuis les soulèvements de 2011, Al-Shara n'est pas un nouveau nom. Il a fréquenté quelques-uns des pires responsables de l'État islamique et d'Al-Qaïda, et on ne dit rien. Il n'y a même pas un jugement. Imaginons quelques instants que ces personnes ne soient pas Al-Shara, mais que ce soit Ben Laden. Et qu'on dira, ah ben voilà, alors Ben Laden, évidemment, tout le monde le connaît. On pense, mais je ne dis pas qu'Al-Shara était au niveau de Ben Laden, mais il a commis des assassinats, des meurtres, des crimes de la même ampleur. La question... Est-ce qu'on imagine Ben Laden à la Maison-Blanche ou à Matignon? Donc, c'est exactement ça. Je vais afficher l'image. Moi, je la trouve extrêmement choquante. Encore une fois, on est en plus dans une période de commémoration. Alors, zut, je l'ai perdu, mon image, ou bon, je vais la retrouver en même temps que nous parlons. De commémoration des attentats du Bataclan, des attentats de Paris, du Stade de France, etc. Et on a un président de la République, ça y est, je l'ai. Voilà, donc bon, zut, le fichier est invalide, allez, tant pis. On a un président Macron qui prend dans ses bras sur le perron de l'Élysée le représentant du groupe terroriste qui a été reconnu pour être responsable des meurtres de compatriotes français. Des Français ou des islamistes qui ont été formés par les hommes d'Al-Shara ont commis des attentats terroristes en France. Et à aucun moment est-ce qu'on rappelle ce passé Al-Shara. Et de nouveau, je vous dis, c'est cette espèce de matraquage des médias dominants qui essayent de blanchir le passé, de dire qu'il n'était pas si méchant que ça, que tout compte fait, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, regardez, il s'habille comme un homme occidental, il va changer. Alors, Nicolas, ça, la question de sa tenue vestimentaire qui effectivement est extrêmement surprenante et du fait qu'il soit rasé la barbe, il l'a dit à sa prise de pouvoir. Il l'a expliqué. Il a dit qu'il voulait s'occidentaliser pour le débat, pour que le débat avec les... Voilà, j'ai retrouvé la fameuse image, excusez-moi, mais pour toutes les victimes en France de novembre 2015, j'imagine la douleur que ça doit être de voir cette image. Sincèrement, c'est honteux. Al-Shara donc a bien expliqué, Nicolas, qu'effectivement, il a rasé sa barbe, il a pris un costume pour être aux normes occidentales. Alors, est-ce que c'est de la dissimulation? On sait que la dissimulation fait partie du terrorisme, du moins de la préparation de l'acte terroriste. Voilà. Est-ce que c'est une stratégie?
c'est forcément une stratégie. Vous n'allez pas me faire croire qu'une personne... Ou alors, deux possibilités. Ou alors, c'est une stratégie parce qu'il sent que le vent tourne et c'est un opportuniste et qu'il embrasse la cause contre laquelle il s'est battu pendant des années. Après avoir passé quasiment plus d'une vingtaine d'années dans les milieux islamistes, tout d'un coup, après avoir été emprisonné 5 ans, vous savez, ça ne laisse pas un homme indemne de la prison, il décide de rallier le camp contre lequel il se battait. C'est possible, ça arrive hein, dans l'histoire. Ou alors, c'était quelqu'un qui a été repris en main. C'est quelqu'un qui a été repris en main dès son emprisonnement à Abu Ghraib en Irak, peut-être plus tout au long de sa carrière, tout en étant islamiste. Peut-être avait-il encore des contacts avec les fameuses personnes qui étaient derrière Timber Sycamore ou les personnes dont Jake Sullivan parlait quand il disait que Al-Qaïda est de notre côté, qui étaient ces contacts qu'il avait, qui régulièrement le préparaient pour ce fameux jour où Bachar al-Assad devait tomber et que les Occidentaux allaient devoir choisir quelqu'un parce qu'il n'y avait pas 15 000 personnes sur lesquelles les Occidentaux pouvaient se reposer pour remplacer Bachar al-Assad. Et peut-être que parmi, à mon avis, quand c'est comme ça, ils ont plusieurs élus. Et au bon moment, on a vu qu'une des personnes qui était en contact avec les renseignements occidentaux, qui a été choisie pour prendre la place, eh bien, c'était Al-Shara, qui devait se préparer pour ce moment depuis longtemps. Ou alors ils le tiennent. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Ils le tiennent, ils se disent, bah, écoute, c'est simple. On te liquide ou tu fais ce qu'on te dit. Donc, vous savez, il y a plein de moyens différents. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il fait aujourd'hui sans le soutien massif des Occidentaux et pas que, puisque malheureusement, il a été reconnu par d'autres nations. Maintenant, il a une tribune aux Nations Unies. Donc, il y a une espèce de consensus pour dire on va tourner la page, on prend ces personnes et on fait fi de son passé. Et en effet, je pense que c'est faire un énorme affront à toutes les victimes du terrorisme et toutes les personnes qui sont battues en Syrie et les civils qui ont été tués par ces islamistes. Donc ça, je pense que c'est assez terrible, mais ce n'est pas la première fois. Je vous rappelle que Hashim Tassi, au Kosovo, qui est une zone que je connais particulièrement bien, était le chef de guerre de l'UCK. C'était un terroriste. Ces hommes posaient des bombes, tuaient des personnes, c'était le chef donc du coup de file des Albanais extrémistes. Et les services américains qualifiaient l'UCK de mouvement terroriste à la fin des années 90, avant de changer kazakh, de prendre fait et cause pour l'UCK et le mouvement indépendantiste albanais et de faire de Hashim Tassi le président du Kosovo indépendant. Alors que tout le monde savait au Kosovo, qui était une toute petite région, le Kosovo Alemetoshi, que Hashim Tassi était un chef de gang qui était responsable de mort de beaucoup de civils, dont d'autres Albanais, dont le seul crime était d'être sympathisant ou sympathique avec les Serbes. Maintenant, aujourd'hui, le fameux Hashim Tassi est au tribunal pénal pour ses crimes parce qu'ils ne peuvent plus les cacher, et de toute manière parce que les Américains et les Occidentaux en général jettent sous le train, n'hésitent pas à jeter les personnes qu'ils ont financées, qu'ils ont poussées, voire même à qui ils ont donné des places d'honneur. Donc, c'est pas la première fois que les atlantistes font ça, et c'est tout à fait possible que pour l'instant, Ahmed Al-Shara réponde aux demandes, aux exigences des Occidentaux pour stabiliser la Syrie. N'oublions pas qui est avec la loi César américaine et sous sanctions américaines, donc il ne peut quasiment plus faire de commerce. La Syrie est une des plus vieilles nations de la Terre, qui a des puits de pétrole, ils ne peuvent quasiment plus faire de commerce depuis plus d'une dizaine d'années, qui veulent stabiliser la région pour évidemment des projets d'hydrocarbures, parce que c'est de ça dont on parle. La raison pour laquelle il y a cette guerre terrible, cette guerre civile en Syrie, c'est pour des projets d'hydrocarbures qui se contrecarrent. Et ça, aujourd'hui, eh bien, Al-Shara est l'homme providentiel, certainement pour Washington, et c'est pour ça que Donald Trump l'a accueilli dans le bureau ovale, ce qui est aussi un affront fait aux soldats américains tués par Al-Qaïda en Irak. C'est quand même assez grave. C'est difficile d'accepter ça. On se dit, on sait que la politique et la haute politique, il y a peu de moralité, mais c'est quand même triste de voir à quel point, eh bien, ils auraient pu prendre un homme de l'ombre, quelqu'un d'autre, quelqu'un moins connu, mais prendre un chef de file d'un mouvement islamiste comme ça et le mettre à la tête de la Syrie, ça fait vraiment beaucoup de peine à voir. Et ça, je pense que ça doit encourager d'autres terroristes qui doivent se dire, bah, tout compte fait, je vais y aller, parce que du coup, au bout d'un moment, je vais peut-être devenir président, je vais peut-être m'en sortir et on va blanchir mon passé. Mais c'est pas la première fois que les Occidentaux se servent, et des mouvements terroristes. Je rappelle, en Afghanistan, les États-Unis étaient largement derrière le financement des Moudjahidines du peuple contre les Soviétiques. En Bosnie-Herzégovine, Washington a fait venir des Moudjahidines en Bosnie-Herzégovine pour lutter contre l'armée yougoslave, contre les Serbes, et ce sont ces Moudjahidines qui ont repris en main l'islam des Balkans, qui était un islam, on va dire, plutôt là pour le coup, plutôt européanisé,
hanafites, ils ont amené des prédicateurs wahhabites qui ont dit aux musulmans des Balkans qui ne pratiquaient pas le bon islam, qui ont apporté le djihad, et que des deux créations des États-Unis et des Occidentaux dans les Balkans, notamment le Kosovo, la Métochie et la Bosnie-Herzégovine, eh bien, sont les deux régions d'Europe qui ont donné le plus de terroristes par tête d'habitant à l'État islamique et à Daesh dans le Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, les États-Unis se reposent sur ces mouvements extrémistes. Ils l'ont fait, même si ce n'est pas des islamistes, ils l'ont fait avec des extrémistes néo-nazis blancs en Croatie, de nouveau contre la Yougoslavie, en Ukraine. En 2014, les atlantistes ferment les yeux sur les néo-nazis de Maïdan parce qu'ils en ont besoin pour renverser le gouvernement. Je dis toujours, pourquoi est-ce qu'ils font ça, les Américains? C'est parce que ce n'est pas des jeunes sociodémocrates, ce n'est pas des jeunes centristes qui vont descendre dans la rue, qui vont donner le coup de poing pour faire tomber un gouvernement, pour soulever une nation ou pour créer une révolution. Ils s'appuient toujours sur des mouvements extrêmes, quel que soit l'idéologie, ils s'en fichent, ou même l'orientation religieuse, les pensées, ils s'en servent. Et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, soit ils placent une personne, Gulbuddin Hekmatyar en Afghanistan, par exemple, qui a été accepté aussi, c'est un autre exemple qui me vient à l'esprit. Il place les personnes qui veulent au pouvoir, qui sont soit issues de ces milieux ou pas. Et la plupart de ces mouvements, il y a quelques personnes qui vont rester dans le gouvernement ou qui vont être placées. Et le reste de ces mouvements, on s'en débarrasse. Les mouvements extrémistes qu'il y avait sur le Maïdan, tout de suite après la prise de pouvoir où les Américains ont placé leurs pions, et on sait même, Victoria Nuland, on a discuté avec l'ambassadeur des États-Unis, Piat, à Kiev, une fois qu'ils avaient pris le pouvoir par la force, les Américains ont placé leurs hommes liges qu'ils ont décidé, et les plus extrémistes des bataillons du Maïdan, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont envoyés se battre dans le Donbass. Ils ont servi de chair à canon pour les combats atlantistes, pour se battre contre les habitants du Donbass qui se défendaient, qui ne voulaient pas du coup d'État. Donc ça, c'est aussi, dans le modus operandi américain, un grand classique de se servir du terrorisme et des mouvements extrémistes pour arriver à leur fin politique. Alors, une conférence de presse, enfin une semi-conférence de presse, puisqu'il n'y a pas eu de conférence de presse à proprement parler, mais durant laquelle une journaliste a demandé à Trump et a dit à Trump, écoutez, quand même, globalement, votre invité a fait des choses très très dures et quand même innommables. Et Trump a dit, mais dans cette région, il faut faire des choses innommables pour pouvoir avancer. Alors, quand même, c'était un petit peu fort de café. C'est horrible. Ouais, je rappelle, il s'est attaqué à des soldats, son mouvement s'est attaqué à des soldats américains. Il est responsable de la mort de centaines de milliers de civils et il a entretenu une guerre civile qui a détruit la Syrie. Et faire comme si c'était juste un boy scout qui avait un peu qui était parti découper je ne sais pas quoi avec son couteau suisse dans la forêt, quelques feuilles et dire que c'est rien, il a juste pas été écologiquement responsable. Non, pas du tout, c'est un homme qui a du sang sur les mains et on ne peut pas parler à la légère de ce genre d'homme, de situation. Tout homme a le droit au pardon, ça c'est certain, mais il n'est pas sur ce chemin-là. Lui, il n'est pas en train de demander pardon pour ses fautes. Il ne demande pas la rédemption, il veut garder le pouvoir. La Syrie est toujours une situation qui est dans une situation toujours extrêmement tendue. De nombreux chrétiens des Alaouites se plaignent de ce climat d'insécurité. Les hommes qui ont porté Al-Shara au pouvoir ne bénéficient pas tous de la clémence dont bénéficie Al-Shara, ni de l'aide dont bénéficie Al-Shara. Ils se sont battus à ses côtés pour mettre en place un État islamique, pas pour que la Syrie devienne un nouveau protectorat américain. Comment est-ce qu'Al-Shara va gérer ça à moins de stipendier tout le monde, ce qui est possible? On ne peut pas dire que la situation en Syrie soit stabilisée et qu'on n'en parlera plus. Absolument. Alors, c'est là qu'on arrive sur le dernier point de cette émission, c'est quels sont les intérêts derrière. Alors, Donald Trump, je vais te laisser la parole, mais je pense que rapidement, on va arriver sur quelque chose de commercial. Vladimir Poutine, lui, il a dit, il doit sécuriser son camp qui est au nord de la Syrie, Tartus. Côté Macron, quels sont les intérêts? Pourquoi se coller comme ça, torse à torse? Qu'est-ce qu'il y a derrière? À part le côté moi de Macron, est-ce qu'il y a un intérêt derrière côté français? Moscou veut sécuriser ses bases militaires, sa présence dans la Méditerranée. Les Américains veulent très clairement bénéficier ou choisir
quels seront les projets hydrocarbures qui vont traverser la Syrie, du Qatar, clairement pas de l'Iran, hein, le grand perdant de cette histoire, c'est l'Iran. La France. Des contrats de reconstruction. Des contrats évidemment de reconstruction, parce que si et là ils vont, on peut imaginer qu'à un moment ils vont revenir sur la loi César. Là, je pense qu'il y a un répit de 6 mois si j'ai bien compris, mais après ils vont revenir définitivement sur la loi César. Et qui est-ce qui va reconstruire la Syrie? Je peux vous garantir que ça sera pas des pays, ça sera pas l'Irak qui en a pourtant bien besoin, ça sera pas les pays du Moyen-Orient, ça va être des boîtes américaines, peut-être quelques boîtes françaises. C'est peut-être ça, cela que cherche Emmanuel Macron. À chaque fois, la France participe à ces guerres américaines, à ces révolutions de couleur américaines qui ont coûté la vie à plus de 100 000 personnes. Hein, c'est pas rien. Et en général, les Français ne récupèrent rien. On récupère des miettes. On n'a pas grand-chose. Il y a quelques multinationales. On va peut-être vendre quelques avions. On va peut-être former l'armée. On va peut-être investir dans le tourisme. Je ne sais quoi. Quelques secteurs, on n'est pas trop mauvais. Mais globalement, par rapport à la taille du gâteau, on ne va pas récupérer grand-chose. En revanche, on aura servi, on aura aidé les États-Unis à se prendre la plus grosse part du gâteau, comme on le fait partout, comme on l'a fait dans les Balkans, comme on l'a fait partout où on suit les États-Unis, en Irak, même en Libye. Donc ça ne va pas. Et nous, on a perdu beaucoup parce que la France avait un rôle historique en Syrie. La diplomatie française avait un rôle particulièrement qui était parmi les meilleurs dans le Moyen-Orient. On est complètement décrédibilisé parce que tout le monde sait là-bas que nous travaillons aujourd'hui pour les Américains. Et donc, notre cote de confiance a chuté. Alors qu'au contraire, on devrait avoir une voix dans ce Moyen-Orient. Alors, c'est sûr que dans ce grand jeu des grandes puissances, il y a des coups bas, des coups durs, des coups innommables. Et je ne dis pas qu'il faille jouer ça. Je ne veux pas être un enfant de cœur non plus et dire que aucune nation devrait faire ça. Je sais que cela se fait. Mais en revanche, on tirerait notre épingle du jeu si on avait notre propre diplomatie, qu'on défendait nos intérêts, mais aussi surtout qu'on défend le droit international. Parce que là, très clairement, de nouveau, personne ne s'est érigé pour défendre le droit international. Une nation étrangère, les États-Unis, ont financé des miliciens qui eux-mêmes ont armé des islamistes qui viennent après dans nos villes poser des bombes ou tuer nos concitoyens et qui, in fine, après avoir détruit un pays pendant plus de 10 ans, prennent le pouvoir pour des oligarques qui vont mettre en place des projets d'hydrocarbures et reconstruire le pays en endettant la Syrie. Hein, ça ne va pas être un cadeau. On va dire à la Syrie, on va vous reconstruire. Comme vous n'avez pas d'argent, parce que pendant 10 ans, vous n'avez pas pu faire de votre économie à tourner plus qu'au ralenti, eh bien, on va vous prêter l'argent et donc vous allez vous reconstruire en achetant chez nous et puis après, vous nous payerez les intérêts. C'est ça, le modèle opératoire. C'est du cynisme absolu. Alors, voilà, on le voit sur cette vignette qui fait l'affiche de cette émission. Double face, double visage pour Al-Shara. Est-ce qu'il est désormais du côté vert, c'est-à-dire cet homme politique à l'avenir, ou est-ce qu'il reste, d'après toi, ce terroriste que l'on voit dans la partie rouge de l'affiche et qui a juste changé visuellement son look, mais qui reste ce terroriste avec ses dessins derrière de terrorisme? Alors moi, je pense qu'il est allé trop loin avec les Occidentaux. Je le vois pas maintenant. Alors, c'est clair et net. Je le vois pas demain faire planter les Américains dans le dos. Les Américains peuvent le supprimer très rapidement. Donc, je le vois pas faire ça. Il a franchi le Rubicon. Il est allé de l'autre côté. C'est sûr et certain que je pense que ces nouveaux mentors ou anciens mentors occidentaux lui demanderont de faire attention aux Alaouis, de faire attention aux chrétiens pour pas qu'il y ait la mauvaise publicité faite autour de lui. Mais il est allé déjà de l'autre côté. Sinon, je pense qu'il est à et quid, alors excuse-moi, mais quid dans ce cas-là de son propre camp? Est-ce qu'il peut dire à ses amis terroristes autour du feu, dire bah écoutez, non mais la modernité, c'est ça et c'est sympa. Non, je pense que tu vois. Je pense que non. Je pense que de sa façon à lui de l'arranger. En tout cas, si moi j'étais dans les caisses secrètes des États-Unis, j'inonderais ces anciens terroristes d'argent en disant écoutez, maintenant c'est fini, la guerre est terminée. Vous allez voir, on va y aller tout doucement. Progressivement, on va mettre en place un système qui, à mon avis, va quand même être islamiste. On ne passe pas 20 ans, à moins qu'il ait été infiltré depuis le début, mais il ne va pas passer 20 ans dans ces mouvements-là pour la fin mettre en place une république avec un référendum d'initiative citoyen. Donc, je ne vois pas du tout faire ça. Donner de l'argent, stipendier les responsables politiques, calmer sa révolution islamiste et passer à autre chose. Mais non,
Après, les Syriens vont demander des preuves, ils vont demander du pouvoir d'achat, ils vont demander des résultats. C'est encore une zone sous tension. D'autres groupes peuvent que lui ne contrôle pas. Et c'est le cas. N'oublions pas qu'il n'est pas le seul chef d'un mouvement islamiste en Syrie. D'autres groupes peuvent, pilotés par d'autres pays ou du cru, peuvent s'attaquer à lui, peuvent s'attaquer à ses hommes. Et ça, c'est aussi une possibilité. Donc, ils vont encore un peu jouer contre le temps. Je pense que on verra aussi qui s'installe sur place. Est-ce que les Américains vont revenir? On sait qu'ils sont intéressés par le pétrole. Ils l'ont été par le passé. Donc, beaucoup de choses sont encore possibles. On va dire la situation n'est pas du tout stabilisée. Et lui, il faut qu'il fasse attention parce que c'est clair et net que je pense qu'en faisant ce qu'il est en train de faire en ce moment et de parader dans toutes les chancelleries occidentales, il se fait évidemment beaucoup d'ennemis. Et après, il se fait aussi des amis, c'est vrai, haut placés qui sont très puissants. Là, maintenant, je pense que comme il représente les intérêts des Occidentaux en Syrie, enfin de certains Occidentaux, ceux-là vont tout faire en sorte pour le protéger. Ils n'ont aucun intérêt à le laisser dans les griffes d'autres mouvements islamistes. Donc, je pense qu'il doit être particulièrement protégé parce que c'est grâce à lui que les États-Unis et peut-être la France, le Royaume-Uni, ça c'est clair, espèrent tirer profit de cette révolution, de cette guerre civile syrienne pour maintenant faire du business. Alors, on a quand même vu, et ce sera le mot de la fin de cette émission, 2 vidéos complètement WTF, je vais pas dire le mot en anglais, où on se dit quand même que la période est un peu bizarre. Alors, il y a cette vidéo de Trump que je n'ai pas malheureusement, où Trump en fait a décidé à Washington, dans l'équipe de football des Washington Commanders, c'est l'équipe de football américain de Washington, de la capitale, il a décidé de renommer le stade des Washington Commanders à son nom, bien entendu, et il s'apprête à faire un serment dans le stade, non pas pour entériner son nom, mais en fait pour toute autre chose. Et les supporters qui sont complètement en colère contre lui le huent à tel point qu'il n'arrive pas à démarrer son speech. Et il prend son speech et il lit en fait le speech que lui ont fait ses collaborateurs. Et Yassine, je t'ai envoyé en off, Nicolas, tu as vu, elle est d'anthologie. Donc, il commence son serment en disant « moi », et puis il y a entre guillemets « dire votre nom ». Et donc là, normalement, n'importe qui d'à peu près intelligent comprend qu'il doit dire bah, « moi, Nicolas Mirkovic, je jure et je promets », enfin voilà. Et donc, Donald Trump commence en disant « moi », dire votre nom, insérer votre nom, voilà, et il continue le truc. C'est que le mec il est complètement à l'ouest. Et puis cette deuxième vidéo, alors là on l'a, j'espère qu'elle va marcher parce qu'on a beaucoup de problèmes techniques avec StreamYard aujourd'hui, donc on vous présente nos excuses, on va l'afficher à l'écran ben voilà, alors ça bug malheureusement. Nicolas, toi tu es plutôt un fan de football, mais qu'est-ce que tu peux nous dire du côté artistique voilà, on est dans la com aussi, donc sur Al-Shara qui joue avec des responsables militaires américains à la Maison-Blanche. Il joue à la basket, alors qu'il y a quelques mois encore, il joue avec des têtes de ses victimes. Pareil, on est dans cette campagne de propagande, on veut donner une nouvelle image. Al-Shara, c'était l'État islamique light, c'était pas si méchant que ça. Et maintenant, il joue au basket avec nous. Regardez, c'est un gars qui est sympa, il est occidentalisé. C'est honteux. Donc voilà. Et l'autre vidéo, oui, mais c'est la propagande. C'est la propagande médiatique aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils font pour essayer de nous prendre pour des crétins et passer à autre chose. Et on apprendra que dans quelques semaines, il y aura des grands contrats qui vont être signés avec des grandes multinationales américaines. Et il n'est pas sûr que le citoyen américain ait beaucoup de dividendes de ces grands contrats. L'autre élément, c'est quand même le fait que Trump a été hué dans un stade. N'oublions pas que quasiment pendant toute la présidence de Biden, des stades entiers, alors plutôt dans le sport des universitaires. Vous savez que le sport universitaire américain est extrêmement populaire. Le football américain universitaire rassemble des dizaines de milliers de personnes. Pendant quasiment toute la présidence de Biden, les jeunes universitaires criaient, vilipendaient Biden, louaient Trump s'il passait dans un stade. Et c'était plutôt Trump, le héros des stades de football américain. Souvenons-nous, juste après son élection, Trump va assister à un tournoi de MMA qui est, je ne sais plus où, aux États-Unis. Et c'est une ovation incroyable. Les gens sont debout, ils l'acclament. Et là, à Washington,
c'est une humiliation. C'est une humiliation. Oui. Il n'est pas du tout habitué à ça. Et comme il a en plus un gros orgueil, je pense qu'il a pas dû apprécier. Mais ça montre aussi la fragilité. On pourra faire peut-être un jour une émission là-dessus, parce qu'il va y avoir des élections qui vont arriver et on a les midterms au mois de mars prochain, où la base de Trump est remontée et contre le président des États-Unis. Et c'est pas juste qu'ils lui envoient quelques pics et qu'ils avouent un peu leur déception. Ils sont très remontés. Marjorie Taylor Greene, qui est une des figures du mouvement MAGA à la Chambre des représentants, s'en est pris vivement à Donald Trump, à ses guerres, à sa politique sur le Moyen-Orient, à la position sur Israël, et qui demande pourquoi est-ce que Netanyahou et Trump se sont vus que 5 fois depuis déjà l'arrivée de Trump au pouvoir. Enfin, ce sont en plus des arguments et des sujets qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans le courant conservateur américain. Et je ne vous parle même pas évidemment des sujets fondamentaux comme le pouvoir d'achat. On a l'essence qui a encore augmenté aux États-Unis. Le pays est encore en shutdown, désolé pour l'anglicisme, mais en gros, il y a des milliers d'Américains aujourd'hui qui ne reçoivent plus d'argent parce que tant que le budget de l'année prochaine n'a pas encore été voté, les budgets actuels stoppés sur beaucoup de sujets, pas sur tout, sur tout ce qui est stratégique et tout ce qui est vital, les Américains gardent le financement, mais sur le reste non. Et donc des personnes qui sont techniquement licenciées, mais qui, enfin en tout cas, qui ne vont pas être rémunérées, qui ont besoin de faire peut-être pas la manche, mais qui vont à des soupes populaires. Oui, qui reçoivent des colis, effectivement, avec de la nourriture, des choses comme ça. Des personnes ça fait plus d'un mois que ça dure. Oui. Donc, des personnes du privé qui, elles, ne sont pas sous le shutdown, puisque c'est lié aux administrations, qui ne peuvent plus voyager, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de vols aux États-Unis sont annulés, tout simplement. Donc, on a vraiment une situation qui est très compliquée aujourd'hui pour Trump. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, ça mériterait véritablement. On va faire ça dans les semaines à venir. La base MAGA, qu'est-ce qu'elle pense de Donald Trump et pourquoi est-ce qu'il a autant de mal à mettre en place son programme aujourd'hui, qui est beaucoup plus orienté. Lui qui nous avait dit qu'il allait être le président de la paix, il passe beaucoup de temps sur le terrain international. Le sujet de ce soir en était une démonstration de plus. Quels sont les intérêts qu'il sert à la fin? Je pense que c'est véritablement le sujet. Et si sa base c'est vraiment est remontée contre lui, c'est parce qu'elle trouve que ce ne sont pas les intérêts des Américains qui sont servis en ce moment. Eh oui, America First, on n'y est pas, ça c'est certain. Allez, 1000 fois merci pour cette extraordinaire émission. Nicolas, on a appris énormément de choses sur qui est Ahmed Al-Shara, voilà la nouvelle coqueluche des gouvernants de l'Occident, et malheureusement reçu aussi par Vladimir Poutine, j'en suis bien désolé. En attendant, on se retrouve semaine prochaine. Nicolas, tu as une conférence d'ailleurs, si tu veux l'annoncer, tu as une conférence demain soir. Ce soir. À Toulouse, peut-être dans le lien. À Agen, pardon. À Agen, peut-être dans le lien. On va le mettre dans le lien. Donc, vous regardez l'émission, il est 18h. Je crois que la conférence est à 20h, quelque chose comme ça, non? Exactement. Il y aura un lien, juste un contact à faire. Bon, c'est peut-être un peu si juste. Si vous êtes à Toulouse. Mais si vous êtes à Agen, c'est pas trop tard. Agen, pardon. Mais Agen, c'est bon. Ouais, puis si vous êtes à Toulouse, regardez Divergence Politique. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne, faites un like, partagez avec vos amis. Et puis, on se retrouve dimanche avec Xavier Moreau, Fabrice Sorlin. Et la semaine prochaine, Nicolas, pour la 10e de ton émission que j'aime beaucoup, où on aime beaucoup t'écouter. Un autre regard, voilà, sur Divergence Politique. À bientôt. Merci, à bientôt.